Berlin, 1885. Ça te dit quelque chose? Oui, c'est bien ça. Le démembrement de l'Afrique au profit des puissances coloniales et sur le dos des Africains. Et si la conférence de Berlin se rejouait aujourd'hui, que ferions-nous? Si tu veux le savoir, rejoins-nous à Lomé, où 140 ans après Berlin, l'Afrique a rendez-vous avec elle-même, du 26 au 28 juin 2025, pour dessiner un chemin vers la souveraineté, la prospérité et l'unité. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Alors, lève-toi et rejoins-nous à Lomé, et ensemble, traçons notre route. Pour être de la partie, sur place ou en ligne, inscrivez-vous sur notre site mansa.com. Ce programme vous est offert par Afriland First Bank. Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les enjeux du continent. Et ce soir, c'est une émission spéciale en deux temps que nous vous proposons. Un regard croisé sur l'Afrique qui nous conduira en première partie d'émission en Algérie où les tensions persistent avec la France. Des expulsions croisées d'agents consulaires, des visas supprimés pour les diplomates algériens et en toile de fond, un contentieux historique jamais refermé aux enjeux sécuritaires et des ressortissants pris en étau. Pourquoi ce bras de fer et surtout à qui profite-t-il? Nous allons tenter de comprendre les dessous d'un affrontement plus politique qu'il n'y paraît. Le deuxième temps fort de notre émission, nous irons en Afrique centrale où la famille Bongo a fui le Gabon pour se réfugier en Angola. Une fuite qui intervient près de 10 jours après la visite officielle du président angolais João Lourenço à Libreville. Coïncidence ou couverture diplomatique, que cache ce déplacement précipité et quelles sont les implications pour les transitions politiques au Gabon? Pour en parler aujourd'hui, deux regards affûtés. À ma gauche, Makayen Gebla, bonsoir. Bonsoir Soukena, merci. Vous êtes journaliste politique, défenseur des droits, ancien conseiller à la présidence tchadienne, on ne vous présente plus. Face à vous ce soir, nous recevons Basten Moubomba, bonsoir. Bonsoir Soukena. Vous êtes également analyste politique et vous portez un regard particulier sur l'Afrique centrale notamment. Je le disais en début d'émission, nous allons débuter cette émission avec tout d'abord l'Algérie. Revenons, si vous le voulez bien, sur la chronologie. Vous l'avez probablement suivi, il y a eu énormément d'actualités. Il y a eu d'abord ce refus début mars de rapatrier 62 ressortissants algériens. En réponse, la France a décidé de réintroduire l'obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques. On peut citer tout un tas d'actions réciproques qui se sont passées entre Paris et Alger, mais d'abord, Makaïla, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les raisons profondes de cette crise qui oppose les deux pays? Merci Soukaina. En fait, entre l'Algérie et la France, les raisons de ces escalades diplomatiques, politiques, remontent de plusieurs années. Et surtout ces dernières années, sous la présidence de M. Macron, on a assisté effectivement à une dégradation spectaculaire de ces relations qui effectivement malheureusement pour nous, en tant qu'observateurs avertis de la scène politique autant française qu'algérienne, nous pensons que personne n'a gagné dans ces conflits parce que vous savez très bien que les liens sont très forts, historiques, de part et d'autre, la proximité géographique entre l'Algérie et la France, on aurait dû éviter cela. Aujourd'hui, l'escalade verbale, l'escalade effectivement politique et la détérioration de ces relations montrent à suffisance qu'effectivement, que moi je t'aime, moi non plus. Donc cette attitude pour nous, ça nous scandalise. Et donc les origines de ces conflits sont effectivement liées d'un côté effectivement à une tension qui découle de cette affaire, de cet influenceur algérien qui a été séquestré dans un consulat algérien. Et vous savez très bien, la France qui accueille sur son territoire des réfugiés algériens est aussi habilitée à les protéger. Et dans cette protection qui effectivement colle parfaitement avec la Convention internationale sur les droits des réfugiés, etc., Alger n'a pas apprécié. Et donc Alger, aussitôt en réaction, a expulsé effectivement des personnels du ministère de l'Intérieur. Et vous savez très bien, M. Retailleau, qui est à la tête du ministère de l'Intérieur, a dû très mal apprécier cela. Et donc ici, en France, ils ont aussi procédé à l'expulsion des diplomates algériens vers Alger. Et cela a détérioré considérablement la relation. Alors que
Jean-Noël Barrot, qui était mis à affaires étrangères, qui s'est trouvé en Algérie il y a pratiquement quelques semaines. Et nous, on était tous surpris, en fait. Au moment où la presse française et algérienne se réjouissait des réchauffements. Oui, il y a eu un apaisement. Un apaisement. On a, 2 semaines après, on assiste à une dégradation de ces relations. Moi, je pense qu'il faut que la France et l'Algérie comprennent qu'elles ont en commun des communautés fortes, installées de part et d'autre. Ces liens culturels, historiques, doivent vraiment prévaloir sur les questions diplomatiques et politiques. Bastien, est-ce que cette crise actuelle, elle est véritablement née d'un refus d'extradition, comme ça a été le point de départ en mars, ou est-ce que finalement c'était un vieux contentieux qui a fait éruption de nouveau? Oui, mais en fait c'est une plaie béante qui n'a jamais cicatrisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu l'histoire, on va se rendre compte effectivement, au regard de l'analyse des idéologies de part et d'autre de la Méditerranée, on comprend bien effectivement qu'il y a, disons, du côté algérien, disons, une renaissance du pan-arabisme qui est mené de main de maître par, disons, les autorités algériennes qui veulent régénérer la conscience, disons, arabe au Maghreb. Et de l'autre côté, en France, on a effectivement une droitisation qui amène effectivement, sur les plans diplomatiques, à un durcissement des conditions d'accès effectivement de certains ressortissants étrangers en France. Mais pourquoi l'Algérie? Mais l'Algérie, effectivement, nous renvoie de plein pied, disons, dans le contexte de la décolonisation de ce pays. Aujourd'hui, vous allez constater que les nouvelles générations, et même les anciennes, ont un récit différent, effectivement, de celui des Français sur la guerre d'indépendance en Algérie. Oui, l'histoire algérienne, on a le sentiment finalement qu'elle fait écho à l'histoire décoloniale africaine. C'est un peu le trait d'union entre le continent et la France. En fait, l'Algérie a eu une décolonisation très violente, Madame Soukaina, à la différence par exemple de celle du Gabon ou encore du Congo, qui ont en fait été, bon, je parle du Congo-Brazzaville, hein, et non pas de la RDC, des décolonisations qui ont été plutôt molles. En Algérie, au Cameroun, par exemple, ce sont effectivement des décolonisations qui ont été hyper violentes. Et aujourd'hui, du fait de la transmissibilité de la mémoire et des récits compliqués qui ont effectivement eu à être écrits de part et d'autre, et surtout en Algérie où en fait il y a toujours des séquelles. Par exemple, on voit que jusqu'à présent, et hier encore, je lisais l'ouvrage Actuel 3 d'Albert Camus, où en fait il faisait un récit, disons, truculent de l'Algérie, hein, de l'époque, disons, coloniale. Donc on voit bien que les humiliations répétées durant, disons, la phase de la colonisation, disons, le bémol qui a été aussi rapporté, le réchauffement des relations franco-algériennes après effectivement la phase des indépendances et même à l'issue bien sûr de la signature des accords d'Évian, on voit bien effectivement que ce passé fantasmé, disons, d'une Algérie et d'une France réconciliée semble bien loin derrière nous. Makaïla, si on s'en tient aux dernières actualités, et notamment le fait de vouloir, la décision de l'Algérie de réintroduire le visa de ses ressortissants, donc détenteurs de passeports diplomatiques, c'est la dernière actualité auquel on fait face. Est-ce que c'est une mesure, comme le disait Bastien, un retour un petit peu à la souveraineté de l'Algérie, ou finalement c'est une énième réponse, voire une provocation à la France? Écoutez, c'est ce qu'on appelle les mesures de représailles et de réciprocité. Et donc Alger est dans son droit le plus absolu. Si en fait la France effectivement, exige des visas aux détenteurs des passeports diplomatiques, forcément qu'Alger ne peut que réagir de la même manière. Et donc on assistait aujourd'hui à une situation extrêmement grave. Aussi, vous savez très bien, il y a un autre cas qui est devenu l'abcès de fixation, ou bien la pomme de discorde entre Alger et Paris. C'est aussi l'affaire de l'écrivain Boualem Sansal, qui est aujourd'hui, pratiquement 80 ans, condamné pour 5 ans. Paris demande, à travers l'Assemblée nationale, demande sa libération. En tout cas, les problèmes, les facteurs se sont conjugués et multipliés, qui ont amené effectivement à cette situation qui s'est cristallisée. Sauf que, moi je pense qu'il faut, si tu évoquais tout à l'heure le panarabisme, effectivement, c'est un modèle auquel on assiste aujourd'hui, autant que l'Afrique au sud du Sahara développe ce qu'on appelle le panafricanisme, les Arabes également. Donc moi, je pense qu'entre la France et l'Algérie, il faut plutôt
chercher des voies de moyens pour réconcilier les positions. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Algériens sont, vous savez très bien, ils sont estimés à peu près 2 à 3 millions d'Algériens en France. Et donc, moi, je pense que la diaspora est très présente. Et même, la France intègre dans sa logique de développement la composante algérienne comme effectivement un facteur aussi accélérateur effectivement de développement en France. Autant l'Algérie pense qu'effectivement la France reste un partenaire. Nous sommes sur ce plateau pour effectivement apporter des points de convergence pour apaiser la tension et trouver une solution. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que, d'abord, dans un premier temps, il faut baisser le ton de part et d'autre. Alger doit baisser le ton, tout comme que Paris doit baisser le ton, et que ces problèmes ne peuvent que vraiment trouver une solution politique et diplomatique. Mais il faut éviter de l'envenimer. Mais on a le sentiment que Alger reste ferme dans sa position. Est-ce que ça renvoie un message pour le reste du continent? Est-ce que on voit que l'Algérie, elle essaie de renforcer ses alliances africaines, justement, dans ce contexte de tension avec Paris? Est-ce que la position d'Alger, elle est soutenue par l'ensemble du continent? Est-ce qu'elle renvoie un message celui de dire on ne fléchira pas aujourd'hui face à la France? Non, mais en fait, le contentieux, il faut d'abord que l'on... Ou c'est vraiment un contentieux à dissocier du reste? Non, mais en fait, ça va de pair. D'un côté, effectivement, on a l'affirmation, disons, d'un hégémonisme algérien, disons, dans la région du Maghreb. On voit bien les relations franco-marocaines qui, au fil des ans, se sont profondément détériorées, du fait, effectivement, du rapprochement de Rabat de Paris, tandis que Alger s'est retrouvé un peu esselé sur la question du Sahara occidental. Aujourd'hui, on voit que les accords d'Abraham ont en fait envenimé davantage, disons, les relations multilatérales que peuvent avoir effectivement l'Algérie et d'autres pays effectivement de cette sous-région-là. Récemment, on a eu des événements tragiques en lien avec, disons, la destruction d'un drone au Mali, qui a effectivement envenimé davantage et qui a rapproché les pays de l'AES, disons, de Rabat, où effectivement on a assisté à une rencontre entre, en fait, disons, les chefs de diplomatie de ces 3 pays-là, avec le roi Mohamed VI. Donc on voit effectivement que, disons, d'un point de vue géopolitique, l'Algérie essaie de s'affirmer comme une puissance continentale, comme une puissance militaire aussi, parce qu'on doit reconnaître que l'armée algérienne, disons, dispose des arguments de qualité pour se faire entendre. Mais aujourd'hui, il y a des problématiques au-delà même, disons, des relations franco-algériennes. Il y a, disons, le choix de l'Algérie de rejoindre les BRICS aussi. Donc, d'un point de vue géopolitique, ça fait tout son sens. Dans les écoles, dans les établissements scolaires algériens, on est en train de passer effectivement du français à l'anglais. Donc, toutes ces petites réformes-là, tous ces petits pas vers une indépendance véritable vis-à-vis effectivement de l'ancienne métropole, aujourd'hui sont des arguments dont se servent effectivement les autorités algériennes pour exprimer leur souveraineté. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi, on se souvient qu'en 2018, M. Emmanuel Macron avait effectivement, s'était rendu pendant la campagne présidentielle à Alger, et où en fait il avait déclaré que, disons, la colonisation était un crime contre l'humanité. Et dans les derniers discours de M. Tebboune, on a bien entendu qu'il réitère le fait que l'on respecte sa douleur, la douleur du peuple algérien qui n'a jamais effectivement été amoindrie, qui n'a jamais été solutionnée. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque, et Makaïla effectivement le disait si bien, nous sommes à l'époque où on doit effectivement réfléchir sur, disons, la consolidation du pardon de part et d'autre. Au-delà effectivement, disons, des contentieux géopolitiques, il faudrait que ces 2 grands peuples, le peuple français et le peuple algérien, puissent à nouveau effectivement reprendre, disons, le dialogue. Ça passe par une reconnaissance complète de la responsabilité de la France. Complète. Il faudrait que disons, la tragédie algérienne ne soit pas considérée sur les quais de Seine comme effectivement des événements d'Alger, parce que c'est ce qui hérisse effectivement les Algériens quand on parle d'événements d'Alger, alors que les Algériens, eux, ils considèrent qu'il y a eu une gravité liée au fait que les autorités françaises ont commis des atrocités dans ce pays-là et qui jusqu'aujourd'hui
continue, de se faire voir, de se faire entendre. Je veux juste rebondir en fait, sur le bras de fer qui oppose Alger à Paris, c'est que la position africaine est une position qui va être plutôt de neutralité. Vous savez très bien qu'entre... Il n'y a pas cette forme de leadership régional que non, Alger essaye... Mais Alger s'impose vis-à-vis, effectivement, il a évoqué la question sahraoui qui effectivement plombe les relations entre Paris et Alger. À cela s'ajoutent effectivement les rapports aussi tendus entre l'AES et la France. Et aujourd'hui, l'AES, à travers le Mali et le Niger, entretient des rapports qui ne sont pas bons aussi avec Alger. Et donc, je pense que les deux pays, la France et l'Algérie, doivent quand même trouver un consensus et un compromis politique. Donc, pour revenir sur ce débat qui est très intéressant, certes, c'est que ça fait effectivement l'actualité et ça préoccupe plus la communauté algérienne, la diaspora algérienne massivement représentée en France, autant que des binationaux algériens et français qui, effectivement, sont appelés de part et d'autre pendant les vacances à traverser la Méditerranée. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les décideurs politiques, que ce soit français ou bien algériens, sachent raison garder et essayer de promouvoir ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, un compromis politique assez contentieux qui effectivement reste un contentieux historique à Bastienne. Et on parle aussi en termes de temporalité, c'est la première fois que les relations diplomatiques arrivent à atteindre un seuil critique, à ce point-là entre la France et l'Algérie, pour essayer de comprendre quelles répercussions, on parle beaucoup de diplomatie depuis le début de l'émission, en termes de répercussions économiques, mais également diplomatiques, quelles sont les conséquences sur la diaspora, notamment la diaspora algérienne qui se mesure en millions de personnes, vous disiez tout à l'heure. Mais les conséquences diplomatiques sont en fait très simples. En fait, ici, dans les relations franco-algériennes, il faut bien comprendre que on ne peut résoudre, cette problématique-là dès l'instant qu'au niveau de la mémoire, on n'a pas effectivement compris qu'il faille effectivement, activer le levier, d'une coopération fondée sur le pardon. Il y a eu en fait, Benjamin Stora, l'écrivain qui a effectivement rédigé un rapport et qui a été transmis effectivement au président de la République. Et dans ce rapport-là, en fait, M. Stora est très pertinent dans la mesure où effectivement il touche en fait au nœud gordien qui est à l'origine en fait de la problématique. Dès l'instant que nous aurons des mémoires divergentes entre Alger et Paris, il n'y aura jamais de solution possible. Il faudrait que l'on sorte, de cette naïveté. Il faudrait que l'on comprenne bien que dès l'instant qu'il y a une douleur quelque part, tant que la mémoire effectivement d'un peuple n'est pas respectée selon son interprétation, puisque les Français aussi ont en fait le droit de bien concevoir ce qu'ils considèrent comme urgent pour leur pays. Mais au-delà de ça, la diaspora algérienne, comme vous le disiez si bien, Soukeina, se retrouve un peu, assise entre deux chaises. D'un côté, en fait, il y a, la patrie du cœur, d'accord, qui est l'Algérie. Les Algériens sont reconnus comme étant un peuple très patriote, et de l'autre côté, effectivement, on a cet attachement à la France, aux valeurs républicaines françaises, mais ce qui me désole malheureusement, c'est la droitisation de la France, et c'est l'instrumentalisation, de la question migratoire en France par, effectivement, des groupuscules, par des courants de pensée d'extrême droite et de droite souverainiste, qui me pose problème, parce que dès l'instant que l'on criminalise les étrangers, parce que c'est ça aujourd'hui, la vulgate, dans la plupart des médias français, de droite et d'extrême droite, on voit bien effectivement que l'étranger est devenu le nouveau bouc émissaire, en fait, la source de tous les maux. Donc on voit bien effectivement que la question algérienne, par-delà même l'idée effectivement, de la problématique du droit des visas et autres, on voit bien effectivement que c'est avant tout le droit à la libre circulation des personnes qui est en fait remis en cause. Et cela touche les Algériens. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme le disait Makaïla, c'est la première, diaspora étrangère de France. Il faut quand même on le rappelle, donc qui a un poids intellectuel. Les médecins algériens jouent un très grand rôle également dans les hôpitaux français. Ça s'est vu notamment très récemment en France quand il y a eu les grèves justement dans le milieu médical et qu'on a chiffré justement ce que représente la part des médecins algériens, et on s'est rendu compte du déséquilibre finalement qu'il y avait dans les hôpitaux.
Voilà, sans monopoliser la parole, on peut en fait également voir que certains groupuscules ou même certains courants de droite et d'extrême droite française essaient aussi, disons, de souffler en fait sur les braises d'une rupture des accords ou encore d'une révision des accords. Donc tout cela passe effectivement par, disons, un discours diplomatique qui veuille bien effectivement remettre l'église ou la mosquée au centre du village, mais tout en espérant que cela se fera dans le cadre effectivement d'une diplomatie bienveillante telle qu'elle a toujours été observée de part et d'autre de la Méditerranée. Bébé, pour rebondir, en tout cas, c'est que les conséquences vont être des conséquences aussi économiques et sociales. Vous savez très bien, les Algériens sont autant, en fait, dans le cadre de cette mobilité entre Alger et Paris, ou bien entre l'Algérie et Paris, effectuent effectivement des déplacements à l'intérieur du pays. Donc, il va y avoir des flux des mouvements de flux économiques vers Alger, ou tout comme des biens matériels qui vont être vraiment transférés vers la France. Et donc, il va y avoir une stagnation, effectivement, de cette mobilité. Et donc, deuxième élément, c'est effectivement les conséquences sociales. Et il a évoqué, effectivement, que si vous avez dans une composante aussi majoritaire, comme les Algériens en France, et ces Algériens qui ont épousé une culture et qui dès leur pays d'adoption, qui est la France, aujourd'hui, quand vous partez pendant les gens vont peut-être, quand ils partent en France, pendant les vacances, vont se sentir un peu lésés vu cette tension qui est effectivement vivante entre Alger et Paris. Et donc, je pense qu'effectivement, que les deux présidents de la République, comme ils l'ont fait par le passé, à rapprocher les points de vue, je pense qu'il appartient à Tebboune, il appartient à Macron d'éviter à ce que la droitisation de ces contentieux puisse prendre de l'ampleur. Et donc, il appartient à ces deux personnalités politiques des premiers rangs, ici en France, de prendre les choses en main, d'éviter que les mises affaires étrangères des deux pays respectifs s'opposent par une diplomatie opposée, intermédiaire, et qu'eux, ils doivent quand même élever les débats pour ramener à des meilleurs sentiments les deux peuples frères, je veux dire frères et amis, parce qu'en fait, vous savez très bien, effectivement, les liens sportifs, les liens commerciaux et d'autres liens, effectivement, tu l'as évoqué tout à l'heure, la question des médecins, ou bien c'est Soukane qui a évoqué des médecins algériens qui sont vraiment représentés dans les hôpitaux français et qui apportent vraiment beaucoup de choses à la France. Moi, je pensais que nous vivons aussi en France et nous partageons également cette inquiétude liée à la migration qui effectivement empoisonne les relations avec l'Afrique, de la France avec l'Afrique. Il faut que la France sache aussi, autant des Français qui partent travailler au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, à Dakar, à Abidjan et un peu partout au Gabon, en Afrique centrale, autant les Africains ou bien les Maghrébins en général, les Africains sont aussi des Maghrébins autant pour moi, viennent et vivent dignement en France. Pour faire un pont justement avec l'Afrique, puisqu'on essaye de comprendre également les répercussions de ce conflit avec le reste du continent, vous évoquiez tout à l'heure les tensions récentes qu'il y a eu à la frontière entre le Mali et l'Algérie avec cette destruction du drone. En lecture sous-jacente, il y a eu plusieurs observateurs qui ont dit que finalement ce conflit, il profitait un petit peu à la France au vu des tensions qui opposaient ces deux pays. Moi je vous pose la question aujourd'hui, Basten, est-ce que cette crise, elle pourrait affecter les relations de la France, enfin de l'Algérie avec d'autres pays africains? Est-ce que l'Algérie ne devient pas un outil d'instrumentalisation de la France vis-à-vis de ses voisins africains? Mais en fait, on l'a bien vu, en fait, aujourd'hui, l'Algérie est de plus en plus esselée. Et ce jeu-là part tout simplement du fait qu'elle soit le soutien principal, effectivement, du Front Polisario, aujourd'hui, qui a sa base arrière à Alger. Mais au-delà de ça, c'est la lutte contre le terrorisme qui, manifestement, pose problème, parce qu'on comprend bien, effectivement, que la crise malienne part, effectivement, d'une crise, d'une volonté, effectivement, de sécession du pays. On se souvient bien que, disons, les Touaregs qui occupent la partie, disons, septentrionale du pays ont, à un moment donné, disons, voulu faire sécession pour créer un État qu'ils appelleraient l'Azawad. Aujourd'hui, en fait, on voit bien que le fait que Alger soit de part et d'autre, tant sur la question marocaine, en lien avec, bien sûr, le Polisario, le Front Polisario, que, disons, la lutte contre le terrorisme... Il y a un risque d'isolement ? L'isolement est en cours, parce que quand on regarde bien le pipeline, en fait, le projet du pipeline, ou pipeline en anglais, pipeline, qui devait effectivement partir du Nigeria
vers effectivement vers en fait, Alger. Aujourd'hui, ce projet-là est en train d'être détourné. Voilà, donc le Maroc aujourd'hui semble être le pays le mieux placé du point de vue de son soft power, d'accord, vis-à-vis de certains pays africains, que l'Algérie, qui pourtant a toutes les cartes en main pour effectivement, disons, impulser une diplomatie non pas basée sur le hard power, parce que le hard power, tel que c'est en train d'être manifesté aujourd'hui par l'Algérie, puissance hégémonique, grand pays dont la population pétrolier, est en fait très jeune, mais qui a effectivement un sous-sol très riche et qui a tout, disons, les arguments pour manifestement s'imposer sur la scène continentale, a une épine dans son pied, a un caillou dans sa chaussure, qui n'est autre que effectivement des questions liées, disons, à la souveraineté des États, tant du côté marocain avec la maroquinité, disons, du Sahara occidental, qu'au niveau de l'Azawad, dans la lutte contre, disons, le djihadisme et les attaques incessantes qui se déroulent sur le sol malien. Mais en fait, l'Algérie a joué un rôle de médiatrice concernant le conflit qui opposait en fait le Mali à ses forces irrédentistes et indépendantistes du nord du Mali. Et donc moi je pense qu'effectivement la diplomatie algérienne a fait preuve effectivement d'une grandeur pour aider effectivement le Malien et les pays de l'Est. Sauf qu'aujourd'hui on a l'impression que ces relations aussi se sont détériorées récemment avec des accusations de part et d'autre de ces pays limitrophes. Donc moi je pense que ce qu'on a évoqué effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'instrumentalisation, c'est ça ce que tu voulais dire, d'instrumentalisation par la France? Je pense que non, la France ne va pas quand même instrumentaliser l'Algérie face à l'AES. À un moment donné, vous avez vous-même constaté qu'il y avait un réchauffement de ces relations et Alger et Paris étaient sur la même longueur d'onde pour amorcer. Mais il y a eu un problème lié effectivement à cet influenceur algérien qui était séquestré dans un consulat, ce qui n'est pas aussi encourageant. Il faut aussi dire que quelqu'un qui bénéficie d'un statut de réfugié politique ne peut pas en aucun cas être sur la protection de la France. Et sur ce cas, la France a respecté pleinement la Convention de Genève de 1951 sur le droit d'asile. Sauf que du point de vue Alger, ils ont tellement perçu, donc ça a aggravé effectivement la situation au point qu'effectivement on arrive à un point de non-retour. Pour éviter il y a un risque de rupture des relations bilatérales à ce stade. Mais justement parce que les Algériens sont dans une posture décomplexée. Ils ont, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est passé colonial. Les Français sont dans une espèce effectivement de dire qu'écoutez, on est une ancienne puissance colonisatrice, une certaine fierté qui aujourd'hui effectivement n'a pas sa raison d'être, parce que beaucoup de pays africains pensent être décomplexer ces rapports. Donc moi je pense que du point de vue de la France, elle reste quand même une puissance colonisatrice, mais aujourd'hui les rapports de force ont complètement changé, autant avec les pays du Maghreb, autant avec les pays africains. Et donc moi je pense qu'il appartient, comme on dit toujours, encore une fois de plus, aux différentes personnalités françaises, aux différents acteurs politiques, que ce soit intellectuels ou pas, effectivement, de créer ces rapports, des rapprochements entre Alger et Paris. Mais en fait, je pense en fait que la grande problématique se pose aussi sur la question que ce soit des petits couteaux en fait qui prennent la parole sur en fait des sujets aussi pointus. Lorsque M. Retailleau, par exemple, un ministre français de l'Intérieur, qui manifestement n'est pas dans son rôle effectivement de s'exprimer sur ces problématiques-là, prend la parole sur des sujets aussi complexes, parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que voilà, quoi qu'on en dise, les relations franco-algériennes perdureront dans le temps. Voilà, deux grands peuples, deux grands territoires qui ont vocation effectivement à cheminer ensemble et à définir leur politique étrangère en fonction bien sûr de leurs enjeux, disons, géopolitiques. Mais pour revenir effectivement sur l'isolement de l'Algérie, on voit bien effectivement qu'au niveau du Maghreb, seule la Tunisie, disons, en odeur de sainteté avec les autorités algériennes. Mais quand on regarde les relations algéro-libyennes aussi, elles se sont détériorées au fur et à mesure. Maintenant, du côté marocain, les autorités marocaines estiment qu'effectivement, il n'y a aucun problème entre l'Algérie et le Maroc, même si c'est vrai que d'un point de vue, par exemple, de visa, parce qu'aujourd'hui, les ressortissants marocains doivent obtenir un visa pour, disons, venir sur le territoire. Mais la question d'Israël aussi, on parlait des accords d'Abraham, voilà, des accords d'Abraham, la lutte contre l'antisémitisme, la question des pieds noirs aussi, parce que c'est une problématique qui a même été abordée par Benjamin Stora dans son rapport, le fait que, disons, des franco-algériens
ou encore des Français d'origine algérienne, mais de confession juive, ne puissent plus effectivement accéder, disons, à certains cimetières où reposent leurs parents, que ces derniers soient parfois rasés par des promoteurs immobiliers, et l'effacement de la mémoire juive en Algérie, telle qu'elle est abordée par Benjamin Stora, c'est une problématique aussi qui tend peut-être, disons, à salir un peu, disons, l'image positive que l'Algérie pourrait avoir envie de se construire sur la scène internationale, parce que la lutte contre l'antisémitisme, le positionnement de certains pays quant à la question en Palestine, aussi, ce sont des sujets aujourd'hui qui peuvent être ou faire l'objet effectivement d'une discussion beaucoup plus approfondie, voilà, de part et d'autre de la Méditerranée. Et on en reparlera peut-être dans une prochaine émission plus longuement. Là, on arrive déjà au terme de la première partie d'émission. La seconde est consacrée, comme on le disait en début d'émission, à la fuite diplomatique d'Ali, Sylvia et Nourdine Bongo en Angola. On prend une courte pause et on revient dans un instant pour en parler. Merci d'être avec nous sur Vox Live. Le débat se poursuit. Nous prenons cette fois la direction du Gabon pour évoquer la fuite de la famille Bongo en Angola. On va revenir justement sur différents aspects, donc le calendrier. Le calendrier justement de cette fuite. On sait que, on le disait en début d'émission, le président angolais João Lourenço s'était rendu il y a quelques semaines, il y a 10 jours précisément, au Gabon pour y rencontrer son homologue Brice Clotaire Oligui Nguema. Et pour être tout à fait précis sur les dates, donc le 12 mai, on apprend que Sylvia et Nourdine Bongo sont donc libérés au terme d'une longue incarcération. Et finalement, le 16 mai, on apprend que dans la nuit, ils sont partis en Angola. Tout d'abord, je vous pose la question, Basten, est-ce qu'il s'agit d'une fuite improvisée ou d'un exil négocié selon vous ? Je pense en fait que M. Oligui a en fait, disons, dû répondre effectivement à des exigences liées, disons, à la réintroduction du Gabon dans le concert des nations et principalement dans le concert des nations panafricaines. Monsieur João Lourenço, disons, est quand même, disons, le président en exercice de l'Union africaine. C'est lui effectivement qui a eu mandat pour, disons, négocier cette libération-là. On sait aussi que M. Touadéra a aussi joué un très grand rôle sur ce sujet-là, mais je ne pense pas que ce soit en fait, disons, une fuite en tant que telle. Moi, je pense que c'est une libération conditionnelle, au vu bien sûr, disons, de la parole officielle des autorités gabonaises qui se sont voulues circonspectes quant au fait que cette libération-là obéissait tout simplement, disons, à la pure logique, disons, de l'urgence pour des questions de santé. Voilà, donc c'est ça. C'est la version officielle, justement. C'est la version officielle du gouvernement gabonais. Voilà. On aurait appris que Sylvia Bongo et Nourdine auraient été... Donc Sylvia aurait eu des problèmes de santé et leurs conditions de détention auraient été contestables. C'est en tout cas ce qu'ils ont évoqué à la sortie après leur libération. Mais en fait, l'avocat de Sylvia Bongo a en fait été très explicite sur le sujet. Il a dit que sa cliente a été torturée, d'accord ? Oui, on parle de torture, disons les pendant sa détention. Nourdine Bongo aussi, à ce qu'il semble. Jusqu'à présent, on n'a pas toutes les preuves parce qu'on ne peut pas effectivement, disons, s'avancer sur un sujet aussi sensible. Mais si seulement Sylvia Bongo a subi des victimes, des sévices, qu'elle ait été torturée, je pense que c'est un manquement grave pour la justice gabonaise et je pense que les auteurs de ces tortures-là devront rendre des comptes. Le rôle de la justice, on en parlera peut-être juste après, parce qu'en partant en Angola, ça pose quand même la question de quel est le rôle de la justice dans tout cela. Pour l'instant, ils évitent justement à une condamnation. On va se concentrer peut-être sur le rôle de João Lourenço, qui joue un rôle clé quand même dans la résolution des conflits sur le continent, vous le disiez, dans son rôle de président de l'Angola, mais également de l'UA. C'est pas anodin qu'il soit parti en Angola ? Mais bon, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que cette libération, comme l'a dit Basten, a suscité effectivement des vagues d'indignation dans l'opinion publique gabonaise et africaine en général. Et vous savez très bien que la raison évoquée par les avocats de Sylvia Bongo et Nourdine, et ainsi que de la famille Bongo, c'est la raison humanitaire. Donc du coup, on les a exfiltrés, soustraits de la justice pour les amener... Par souci de protection. Et donc, ça montre effectivement une fois de plus que les liens souvent forts entre les chefs d'État
c'est prévalent quand même si vous êtes déchu. Aujourd'hui, quand vous écoutez un peu l'indignation, la colère de certains Gabonais qui appellent à la justice, aujourd'hui, il y a une interférence, vous l'avez dit, les présidents angolais, les présidents centrafricains et d'autres réseaux à qui, effectivement, la famille Bongo se sont mobilisés pour les exfiltrer d'une justice réclamée par l'opinion publique gabonaise en général. Aujourd'hui, nous pensons que cette affaire, même si les autorités gabonaises en fait, se mirent ou bien se réfugient derrière l'argument sur lequel ils vont être jugés tôt ou tard, mais ils sont éloignés des Libreville. Donc il est difficile, quand quelqu'un est éloigné de Libreville, il serait difficile de le ramener pour être jugé. Et comme vous avez évoqué, Madame Sylvia, il pourrait l'être par contumace, par exemple. Si par contumace, ça veut dire c'est ce qui a été fait pour Karim Wade, qui était au Qatar. Il était jugé à Dakar sans être effectivement impliqué. Donc après, il va y avoir certainement des négociations politiques, diplomatiques pour les amener. Mais le problème, c'est qu'il va se passer, Soukaina, c'est qu'effectivement, où sont partis effectivement cette manne, ces sommes énormes, faramineuses, exploité ou bien détourné par la famille Bongo pendant des années 50 ans, ça pose problème. Alors qu'on aurait aimé, même s'il faut, pour répondre effectivement aux exigences internationales, on aurait aimé au moins qu'effectivement une partie de cet argent puisse être retournée au Gabon afin d'être injecté dans le tissu de développement du Gabon. Or, on a l'impression que de la manière où les gens ont choisi en plus l'Angola, c'est pas un pays aussi exemple effectivement de la démocratie. Ça veut très bien depuis toujours effectivement. La famille même du président a été épinglée pour des malversations financières. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est une alliance, effectivement, naturelle qui lie, effectivement, souvent certaines familles des régimes autoritaires sur le continent africain avec des pouvoirs aussi peu démocratiques, dont le cas actuellement en Angola. João Lourenço, il s'inscrit dans quel rôle, là, finalement? Est-ce qu'il est que dans son rôle de médiateur, comme celui qui a aidé à faciliter cet exil, où finalement il est dans un rôle de protecteur et il outrepasse un petit peu ses fonctions, parce qu'on le disait, on a l'impression que ça court-circuite finalement bien la justice. Donc dans quel rôle, c'est quelle casquette en fait qu'il prend João Lourenço en accueillant comme ça la famille Bongo? Mais d'abord, Monsieur Lourenço s'inscrit dans la pure logique effectivement d'un père fouettard. Quand on regarde un peu, déjà au moment du coup de libération, il a été l'un des rares chefs d'État de la sous-région à contester en fait la prise. Parce qu'il y a eu un silence quand même. Il y a eu un silence. Dans la sous-région, au niveau de l'Union africaine, au niveau même des partenaires extérieurs, la France, les États-Unis, il y a eu un vrai silence. Qu'est-ce qu'il voulait dire ce silence-là? Non, mais ce silence-là traduisait tout simplement le fait que M. Lourenço, dès le départ, n'était pas pour la prise du pouvoir par les militaires à Libreville. Il a usé de son influence dans la sous-région et même à l'échelle panafricaine pour, disons, limiter l'influence, de M. Oligui et de ses comparses. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a? Il faut aussi voir que M. Oligui a dû, de main de maître, se rapprocher de M. Biya, de M. Sassou Nguesso et de M. Obiang pour essayer effectivement de sortir la tête de l'eau. Et quand on voit aujourd'hui qu'il arrive tel un Don Quichotte sortir, parce qu'à chaque fois qu'il est arrivé à Libreville, il a toujours tout fait pour rencontrer M. Ali Bongo, pour s'enquérir de l'état de santé. C'est vrai, il y a une alliance. C'est quand même étrange en fait, dans le sens où, dans le cadre des relations bilatérales, il aurait peut-être mieux fait, disons, de s'entretenir directement avec M. Oligui, qui à l'époque était le président de la transition et aujourd'hui le président de la République. Mais le fait... Puis il avait refusé de le rencontrer, finalement il a accepté juste après. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ce retour en arrière? Mais ce retour en arrière veut en fait simplement dire que jusqu'à présent, M. Lourenço, au vu de la démarche qu'il a pu, disons, entretenir ou engager durant ces derniers mois, est peut-être un démocrate. Mais je pense que du côté effectivement de l'Angola, on voit bien effectivement avec le contentieux autour, disons, des détournements massifs dans le secteur du pétrole du temps de M. Dos Santos, on voit bien effectivement que la justice angolaise aussi n'est pas, disons, n'est pas en fait une justice exemplaire dans le sens qu'on peut l'entendre. Mais au-delà de ça, il y a que c'est un camouflet pour les autorités gabonaises. C'est un camouflet, pourquoi? Mais parce que à peine
en moins de 100 jours, effectivement, de magistère, M. Oligui s'est fait reprendre à la fois sur la question, disons, de M. Ali Bongo, donc de cette libération, disons, un peu évasive, parce que ça s'est fait quand même pendant la nuit. Ce n'est pas un déplacement officiel avec tous les égards pour un ancien président de la République. Donc on voit bien qu'il y a eu une forme d'exfiltration de M. Ali Bongo et de sa famille. Et au-delà de ça, il y a aussi la question de l'île Mbagné. On pourra consacrer peut-être une autre émission sur le sujet pour démontrer comment effectivement la Cour internationale de justice, disons, a donné raison à la Guinée équatoriale sur le contentieux autour de l'île Mbagné et des îles avoisinantes. Alors, le pays qui devait normalement accueillir Ali Bongo, c'est aussi le Maroc. Vous savez très bien, en fait, Oligui a été formé au Maroc et la famille Bongo avait de longues traditions amicales avec le Maroc. Or, on a l'impression que le royaume du Maroc a été timide sur les négociations liées effectivement à l'exfiltration, pour reprendre ton terme, de la famille. Donc, en tout cas, il y a une accointance qui lie effectivement les deux régimes. Hein. Le Gabon a du pétrole, l'Angola aussi a du pétrole. La même gestion aussi opaque effectivement de ces ressources gabonaises et angolaises montre à renforcer les liens familiaux entre ces pouvoirs-là. Aujourd'hui, l'intervention du président angolais atteste une fois de plus effectivement qu'il est venu en sauveur. Il est en train de sauver une famille qui aussi n'est pas quand même exempte des reproches en termes de détérioration. Détournement de fonds publics. C'est pourquoi ils étaient aussi incarcérés depuis justement. Et donc, si vous entendez un peu la réaction des Gabonais en général, qui ont applaudi ou bien qui ont voté massivement le président Brice, aujourd'hui, tout le monde la société civile était indignée. Quand vous parcourez un peu les pages ou bien les sites internet gabonais, ça montre effectivement une certaine frustration de ces Gabonais qui ont voté pour. Donc, ils se demandent, est-ce que ce n'est pas une façon effectivement d'éloigner cette famille et de gérer à distance cette manne qui a été effectivement volée du Gabon. Et donc nous pensons que à chaque fois, en ce qui concerne les régimes impopulaires dans nos États, à chaque fois qu'un régime tombe, je parle aussi du cas du Tchad, où Mme Hinda Déby, après la mort de Déby, elle s'est retrouvée en France. Je parle également de Karim Wade, qui après à la chute de son papa s'est retrouvé au Qatar. Je parle aujourd'hui aussi de Macky Sall qui se trouve actuellement au Maroc. Et donc, du coup, en fait, les défis liés effectivement à des poursuites après effectivement la chute des régimes impopulaires, des régimes créés par les populations, restent quand même un défi de justice sociale. Et cette justice sociale devient pour nous, défenseurs des droits de l'homme et autres, une quête perpétuelle effectivement dans nos réflexions et dans nos débats pour qu'effectivement la question liée à l'impunité puisse être une règle pour tous. Mais on a l'impression que même si vous tombez, vous perdez le pouvoir, effectivement, à travers votre argent, vous pouvez bénéficier d'une certaine impunité. Et jusqu'à quand ? Et je voudrais qu'on s'intéresse également au rôle d'Oligui Nguema. D'ailleurs, je voudrais me reprendre sur une date, je me suis trompée. La sortie de prison de Sylvia et de Nordine Bongo a été faite le 1er mai et non pas le 12 mai. Le 12 mai, ça correspond à la date de la rencontre, justement, cette rencontre privée entre Brice Clotaire, Oligui Nguema et João Lourenço. Une rencontre dont finalement on ne sait pas grand-chose. Elle a été faite de façon à huis clos. Et par ailleurs, elle intervient 4 jours avant l'exfiltration de la famille Bongo. Est-ce qu'on peut se dire finalement que cette exfiltration a été orchestrée de part et d'autre par le chef d'État gabonais et par João Lourenço. En fait, est-ce qu'il avait l'aval finalement ? Est-ce qu'on peut se dire que João Lourenço avait l'aval du président gabonais pour exfiltrer cette famille Bongo en Angola ? Mais enfin, aujourd'hui, en fait, l'homme de la rue au Gabon s'interroge surtout sur le fait, effectivement, que c'est quand même la souveraineté gabonaise qui a été fragilisée dans cette démarche. On voit effectivement qu'il y a aussi, disons, dans le cadre effectivement d'une visite de haut niveau telle que celle-là, la plupart du temps, les chefs d'État s'offrent un temps pour disons, répondre aux questions des journalistes, puisque c'est quand même une problématique importante. Monsieur Lourenço étant quand même, disons, le président en exercice de l'Union africaine, donc on pense que le fait qu'il y ait eu une communication autour de sa venue et du pourquoi de sa venue aurait peut-être mieux renseigné les populations gabonaises quant à disons, ce dossier important. Mais il faut comprendre une chose, Soukaina, c'est que
lorsqu'on parle de détournement massif, et la plupart du temps dans nos États africains, ce ne sont pas que quelques personnes. Ça veut dire qu'on a une chaîne de personnes corrompues dans l'administration qui facilite l'évasion, disons, des deniers publics. Et je pense que si Mme Sylvia Bongo et M. Ali Bongo ainsi que leur fils Noureddine ont pu être exfiltrés du Gabon, c'est bien parce qu'il y a des responsabilités énormes qui pèsent aussi sur l'ensemble de la classe politique. On l'a toujours dit ici en fait, c'est-à-dire que dès l'instant que l'on a un État, dès l'instant que l'on a des corrupteurs, on a aussi des corrompus. Et aujourd'hui, la justice ne peut pas se prononcer de manière indépendante, dès l'instant que même jusque dans l'appareil judiciaire, on a des juges qui manifestement n'ont jamais pleinement joué leur rôle. Et c'est là toute la réforme même de l'administration de la justice. On parlait de justice en fait. Voilà, il faudrait que les autorités gabonaises sachent que ce n'est pas en maintenant, parce que là encore, il y a un contentieux. Comment maintenir quelqu'un pendant plus de 15 mois derrière les barreaux, dans des conditions parfois qui frisent l'inhumanité, avec, selon les dires de l'avocat de Mme Sylvia Bongo Ondimba, des traitements cruels, inhumains et dégradants, et qu'au sortir de cela, on se dise, bon, voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, je précise quand même, pour être tout à fait précise, que le procureur gabonais a assuré que cette mesure d'exfiltration, si on peut l'appeler comme ça, elle n'interrompait pas le cours normal de la procédure qui se poursuivra jusqu'à la tenue d'un procès équitable. Donc il y a cette annonce faite, on verra si elle sera suivie d'actions concrètes. Non, mais en fait, pour qu'il y ait un procès équitable, il faut d'abord s'enquérir. Bon, et là encore, on n'a pas cette compétence puisqu'on n'est pas dans le secret de l'instruction, mais quand même, on peut dire que, disons, de ce qui a pu transparaître, on voit bien que la procédure a été malmenée. C'est-à-dire que si les autorités gabonaises voulaient vraiment faire la lumière sur toutes ces problématiques-là, il fallait d'abord que l'on puisse mettre, non pas sur la place publique, mais entendre effectivement, dans le cadre d'un procès équitable, la parole aussi, de la défense, pour que l'opinion se fasse aussi sa propre idée. Mais qu'est-ce que l'on constate? On voit effectivement que l'on a eu affaire à une forme de justice spectacle. Ça veut dire que dès l'instant qu'on a renversé Ali Bongo, et que effectivement on a fait perquisition au domicile de Noureddine Bongo, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a vu dans les médias? On a vu effectivement des valises remplies de billets, comme quoi en fait, effectivement, c'était, dans ces cantines-là, dans ces valises, que l'on conservait effectivement l'argent détourné. Alors qu'on sait tous que, l'évasion de ces deniers-là aujourd'hui sont en fait à l'étranger. Donc, il faut que l'on dise que l'argent qui a été détourné, et là, certaines petites langues qui se sont déliées ces derniers temps, on peut dire qu'il y a eu une conditionnalité à la libération de Mme Sylvia Bongo Ondimba et de Noureddine, notamment le fait de la communication des numéros de leur compte bancaire et de la restitution de certains biens. On espère bien que l'État gabonais pourra remettre la main sur ces deniers-là qui en fait se sont envolés vers des paradis judiciaires et fiscaux, et qu'à l'issue de cela, on pourra avoir un procès. Mais quel genre de procès? C'est un procès par contumace, peut-être, mais on connaît tous que les procès par contumace ont toujours accouché d'une souris. Absolument. On l'a vu en Côte d'Ivoire avec le cas de Laurent Gbagbo, qui a été condamné par contumace alors qu'il était à La Haye. Vous parlez aussi effectivement de Wad, etc. Oui. On se rend bien compte que ce sont des démarches contre-productives qui renforcent encore l'idée que nous sommes dans une forme effectivement de justice politique qui ne doit pas être dans un état de droit. Alors moi je veux juste ajouter que même les crimes les plus imprescriptibles comme les crimes contre l'humanité n'ont pas eu de suite, à plus forte raison le crime lié au des deniers publics et financiers auxquels on assiste aujourd'hui sur le continent africain, et dont le cas du Gabon illustratif de nos analyses et de nos regards. En tout cas, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on est en train de soustraire effectivement la famille Ali Bongo d'une poursuite éventuelle au Gabon, alors que la société civile vent debout depuis des années, qui a réclamé Transparency International, Amnesty International, autres organisations ont appelé depuis toujours, et même de procès ici même à Paris, visant effectivement, épinglant la justice, épinglant la famille Ali Bongo, Bongo père et Ali Bongo, il n'y a eu pas de suite. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait accusé la France. Moi, je suis très proche de la société civile gabonaise, des opposants gabonais. À l'époque, ces opposants en exil avaient
pointé du doigt la responsabilité de la France qui protégeait effectivement le régime gabonais. Aujourd'hui, un coup d'État, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a fermé les yeux sur ce coup d'État parce qu'il y a un consensus international que les gens veulent qu'Ali Bongo parte. Son appel en anglais qu'il avait lancé après son coup d'État n'a pas eu un écho retentissant dans l'opinion. Effectivement, oui, on se rappelle, Emmanuel Macron avait salué, on l'avait déjà dit sur ce plateau, mais avait déjà salué Brice Oligui Nguema pour sa présidence. Et donc, quelque part, on a l'impression qu'effectivement, cette affaire-là, aujourd'hui, on a vu effectivement des chefs d'État africains emblématiques qui sont déplacés jusqu'à Libreville pour obtenir la libération d'Ali Bongo, mais ces chefs d'État africains n'ont pas pensé à ce peuple gabonais qui a été pillé pendant 50 ans, qui a aussi besoin de cet argent-là pour son développement. On a parlé ici que la jeunesse gabonaise attend beaucoup d'Oligui. Donc Oligui qui avait promis pendant sa campagne le développement harmonieux, l'inclusivité de tous les fils du Gabon, effectivement, la lutte contre l'inégalité, la corruption, etc. Aujourd'hui, c'est un mauvais début et nous l'avons analysé sur ce plateau depuis toujours, qu'effectivement, les premiers actes qu'il va poser vont peut-être nous permettre de définir ce qu'il veut ce régime. Donc aujourd'hui, nous pensons que le procès par contumace, pour nous, ça ne va pas effectivement réjouir l'opinion gabonaise en général ou bien le peuple gabonais et même africain, parce que cette question transcende les pays. C'est au-delà de... Et c'est l'hypothèse la plus plausible aujourd'hui? Nous pensons qu'effectivement, nous allons souhaiter qu'il y ait un procès véritablement mené par la société civile, par les organisations de la société civile et appuyé par des avocats aussi, pour qu'effectivement cet argent qui aujourd'hui est thésaurisé, on ne sait pas où. Parce que ces gens, des sommes sont éparpillées dans le monde. Il est difficile, c'est ce qu'on appelle un sac de nœuds. C'est difficile, effectivement, de les retrouver et même de les retrouver et même de les acheminer vers le Gabon. Aujourd'hui, nous pensons que la pression va être exercée par Gabon Debout, par des structures associatives, des militants de droits de l'homme et d'autres voix gabonaises qui vont me dire, mais écoutez, vous nous avez tout promis, mais aujourd'hui, on a l'impression que vous vous dédisez. Donc, c'est ça un peu le problème. On va suivre évidemment de toute façon la suite de cette actualité au Gabon. On arrive déjà au terme de cette émission. Merci beaucoup Makaïla d'avoir été parmi nous. Basten, merci également pour vos deux regards aiguisés. On se retrouve quant à nous très vite pour un prochain numéro de Vox Live. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire sur nos différentes plateformes de diffusion et à nous dire à votre avis pour la partie de l'Algérie, quelle suite justement dans cette tension algéro-française et également quelle suite, quel procès, à quelle forme juridique on peut s'attendre pour cette exfiltration de la famille Bongo. Restez connectés sur Vox Africa, on se retrouve très vite. Et si Berlin se rejouait aujourd'hui? Serons-nous prêts à nous défendre? 140 ans après la conférence de Berlin, l'Afrique reste divisée, vulnérable, faute de vision commune, faute d'une stratégie partagée, faute d'un projet collectif pour nous unir, nous fixer un objectif. Combien de temps encore allons-nous subir sans réagir? Du 26 au 28 juin, ensemble, ouvrons une nouvelle ère. Travaillons à maîtriser notre destin en tirant les leçons du passé. Pour être de la partie, sur place ou en ligne, inscrivez-vous sur notre site mansa.com.